Il a quitté la politique active après 11 ans, mais il a continué à s'y intéresser en remplissant des mandats particuliers. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Dans les 3 ministères que vous avez dirigés, on a parlé un peu de l'éducation, mais ce qui vous a donné le plus de satisfaction dans le ministère de l'Éducation en particulier? Ça a été un peu la remise en ordre des priorités. Un certain nombre de réformes pédagogiques aussi, qui ont pris la forme du livre blanc sur l'école, lequel m'a vraiment fait faire le tour du Québec. Je crois que ça ne s'était jamais fait de façon aussi systématique. Il n'y a pas une région du Québec qui n'a pas eu la visite du ministre de l'Éducation. Ça m'a donné beaucoup de satisfaction, surtout que je rencontrais les enseignants, les étudiants, les parents, tous les acteurs de l'éducation. Et puis j'avais un ministère qui était mobilisé aussi derrière l'idée de réformer ce qui devait être réformé. Donc oui, ce livre blanc m'a donné beaucoup de satisfaction. Et la démarche d'accompagnement, bien entendu. Et au développement culturel? Alors au développement culturel, je crois l'avoir mentionné, c'était la politique intitulée « Autant de façons d'être québécois ». Pour les immigrants. Pour toutes les personnes venant s'établir au Québec, mais surtout, évidemment, surtout les immigrants. Comment mieux les intégrer à la société québécoise. C'est un document auquel on devrait revenir d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler, mais autant de façons d'être québécois, c'était quelque chose de très réfléchi. Et cette énoncé politique est encore actuel aujourd'hui? À mon avis, il l'est encore, oui. Peut-être même plus qu'à l'époque, parce que le nombre d'immigrants a beaucoup augmenté. Mais déjà, il y avait besoin de réfléchir à une politique nouvelle sur la question. Aux affaires intergouvernementales, est-ce que vous avez eu des frustrations et par des moments aussi d'exaltation? Dans ce métier-là, il y a des moments très agréables à vivre. Et puis il y en a d'autres, un petit peu moins, forcément. Il y a de l'exaltation et il y a des frustrations aussi. Je ne connais pas de poste politique qui n'est pas des deux. C'est un mélange des deux. Parmi les choses agréables à vivre, avant même que j'arrive aux Affaires inter, le premier ministre et Claude Morin m'avaient demandé d'accueillir les souverains belges, qui se sont avérés être des êtres tout à fait exceptionnels et fort intéressants à connaître. Ma femme, la reine Fabiola, et 2 musiciennes se sont entendues sans difficulté. Et j'ai eu un dialogue qui a duré 2 jours et demi avec le roi Baudouin, qui n'était pas sans intérêt, parce que cet homme-là était motivé par de très hauts principes d'ordre philosophique et religieux. De même, j'ai accueilli Mauroy, avec lequel nous avons eu un échange prolongé de négociations, où le premier ministre, René Lévesque, est intervenu aussi. D'autres comme ça que j'ai accueillis. Je me demande si je n'en ai pas une liste. Ah oui! J'ai réussi à organiser une rencontre entre le secrétaire général des Nations unies et René Lévesque. Ça s'est produit comme ceci. J'avais été président de la section montréalaise de l'International Law Association. Et j'avais donc organisé beaucoup de réunions. Et cette année-là, on en organise une à Montréal. Et quelqu'un a l'idée d'inviter le secrétaire général des Nations unies, en pensant bien que c'était une démarche purement formelle, qu'il ne pourrait pas se libérer pour venir.
Or, le voilà qui vient, qui débarque à Montréal. Alors, je me suis dit, ben, s'il vient à Montréal, il est l'hôte du Québec, il faut qu'il rencontre le premier ministre. Et ils se sont rencontrés. Il y a des photos de ça, d'ailleurs, qui sont assez éloquentes. Bien sûr, le secrétaire général de l'ONU ne s'est pas départi d'une certaine neutralité, parce qu'il n'avait pas à prendre parti dans nos déboires ou nos difficultés avec Ottawa, mais intéressé, se posant des questions, voulant comprendre ce qui se passait. Ça fait partie de notre politique de présence. Je ne peux pas oublier ces photos où on voit le secrétaire général des Nations Unies conversant avec René Lévesque. Est-ce qu'il y en a eu d'autres belles rencontres comme ça? Mais ça a été la plus belle, mais si la rencontre en France avec le président de la République, le premier ministre, les négociations, en Suisse aussi, je l'accompagnais dans ces missions-là, elles sont de 83, c'est parmi les plus intéressantes que le Québec ait pu conduire à l'étranger. Mais ce n'est pas, la seule chose que je retiendrai des Affaires-Terre. Il y avait également le dossier des Autochtones. René Lévesque me l'avait confié. Il y avait déjà un organisme très compétent qui travaillait avec les Autochtones, qu'on appelait le SAGMAI, dirigé par cet admirable fonctionnaire qui s'appelle Éric Gourdeau. Mais l'évêque m'avait demandé, sur le plan politique, de piloter le dossier. De sorte que nous avons procédé à rencontrer les Autochtones, tous les chefs autochtones. Leur statut, si on veut, de s'en mêler, là, essentiellement, très souvent condamne, comme vous l'avez dit éloquemment dans votre mémoire d'ailleurs, condamne à être marginaux et à se sentir presque pognés en deux mondes, là, puis appartenant ni à l'un ni à l'autre. Ils sont venus, tenez, ça se passait ici au Salon Rouge. Dans ce Salon Rouge, j'ai pas mal de souvenirs. Oui. Je suis assis presque à l'endroit où je me trouvais lorsque René Lévesque a présenté son cabinet publiquement. La première fois. C'était ici. Et donc, plusieurs événements ont été vécus dans cette salle, dont la commission parlementaire sur les rapports entre le Québec et les Autochtones, où ils sont venus très nombreux. Et ça m'a donné l'occasion, ça nous a tous donné l'occasion de nouer des liens un peu personnels avec Billy Diamond, avec Max Gros-Louis, je devrais dire Oneonti, selon son nom autochtone. Et ça nous a permis de préparer la déclaration de 85. J'étais parti à ce moment-là, mais on y travaillait. Déclaration reconnaissant les nations amérindiennes par le Québec. Cette déclaration-là, elle est toujours d'ailleurs applicable et toujours d'actualité. Ça s'est décidé en 85, mais donc en 83, 84, nous y travaillons déjà. Et ces séances parlementaires étaient très éclairantes. J'étais à côté du premier ministre et vraiment, on pilotait ce dossier-là ensemble. Ce qui nous donnait l'occasion aussi de rencontrer les chefs. Il y a toutes sortes de photos fort sympathiques de cette époque-là qui ont constitué une embellie dans nos rapports avec les Autochtones. Je sais bien que ça paraît à première vue moins important que les grandes questions constitutionnelles ou les grandes questions internationales, et pourtant non, c'est crucial. C'est crucial pour le Québec de trouver un terrain d'entente avec ces Autochtones. Et c'est dans ces années-là que le premier ministre a décidé qu'il allait s'en mêler et qu'il allait améliorer la situation. Vous avez eu des frustrations aux Affaires-Terre? Oh, sûrement, il y en a eu plusieurs. D'abord, d'être convoqué à des conférences constitutionnelles à Ottawa, je pense en 83, où j'ai accompagné le premier ministre, et c'était après le Canada Act, après le rapatriement. C'était pas joyeux parce que Trudeau estimait qu'il avait l'autorisation de faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas grand-chose là-dedans de favorable au Québec.
Alors ça, oui, ça a été une source d'un certain nombre de frustrations. Mais on compensait en affirmant la personnalité du Québec. Plus que jamais, il fallait être présent à l'étranger. Dans le cas de la Chine, il n'y avait pas que les États-Unis. Je devrais peut-être énumérer certaines choses que nous avons faites. Avec les États-Unis, nous avons signé en 1983 une entente de sécurité sociale, qui est toujours en vigueur d'ailleurs. À vrai dire, c'est la seule entente générale, de portée générale, signée avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'elle comportait de particulier? Elle portait surtout sur les questions administratives portant sur les pensions de part et d'autre, États-Unis, Canada, États-Unis, Québec. Et nous, le Québec, nous disions qu'on devait négocier nous-mêmes avec les États-Unis, puisque ça relevait de notre compétence. Ça finit par être admis. Donc, avec les États-Unis, il y a eu donc et la visite du premier ministre René Lévesque à Washington, auprès du Congrès. Il y a eu cet accord. Et puis, il y a eu aussi le fait que nous avons multiplié les bureaux aux États-Unis. Il y avait des délégations générales, mais il y a eu aussi un bureau à Washington, justement, qui nous a été bien utile, qui devait traiter surtout, avant tout, surtout d'immigration, mais en réalité, c'était un bureau qui s'occupait de plusieurs questions dans nos rapports avec les États-Unis. Donc, des frustrations, mais aussi, par moments, des satisfactions. Et dans l'ensemble de vos 11 années en politique ici à l'Assemblée nationale, quelle réflexion vous faites de votre passage, à la fois comme député auprès de vos commettants et comme ministre? J'avais le sentiment, en quittant, d'avoir appris énormément de choses. Des choses qui ne s'enseignent pas sur la colline inspirée de l'université. Et je vous dirais que ça a même enrichi beaucoup mon enseignement, d'avoir pu palper la réalité, d'avoir été aux prises avec les problèmes concrets. C'est pas tout à fait la même chose qu'en disserter dans la théorie ou dans l'absolu. Je crois que ça a modifié mon enseignement, mon point de vue sur les choses, et que mon enseignement a été mieux informé, plus attaché aux réalités. C'est surtout ça qui m'a frappé quand j'ai dû, à regret, au fond, quitter. J'ai dit que j'y songeais, ce qui est vrai, mais quitter l'évêque, c'était moins sympathique. J'aimais beaucoup cet homme-là, comme beaucoup de Québécois, bien entendu. Vous aviez une relation assez proche? Assez, enfin, je pense qu'il ne tutoyait pas beaucoup. Moi, il me tutoyait. Je n'osais pas, en retour, le tutoyer. Ça, c'était contraire à mon éducation, j'imagine. On raconte, M. Morin, que quand vous étiez ministre de l'Éducation, vous aviez pris l'habitude d'écrire vos mémoires à raison de 2 pages par jour. Est-ce que vous les avez conservées? C'est une bonne blague, ça. Ah oui? Oui, oui. Nous étions au Conseil des ministres et souvent, je préparais mes interventions, au moins un schéma par écrit, parce qu'on ne fait pas perdre le temps du Conseil des ministres. Il y a bien des dossiers à traiter, puis les interventions doivent être bien ramassées. D'ailleurs, l'évêque n'avait pas beaucoup de patience pour les divagations. Il fallait intervenir à point, au bon moment, et avec des arguments vraiment ciblés. Alors, je rédigeais une intervention et un de mes voisins me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Par manière de blague. » Je lui dis « Bon, voyons, je rédige mes mémoires. »« Ah, tu rédiges des mémoires? Et tu fais ça tous les jours? »« Ah, oui, 2 pages par jour. »« Ah !» La légende s'est répandue comme une traînée de poudre. Je n'avais pas l'intention à ce moment-là de faire des mémoires et je ne l'ai toujours pas, cette intention. Ça fait le tour, hein? Tenez, même le premier ministre, à un moment donné, m'a taquiné en disant « Il paraît que tu fais des mémoires. » J'ai dit « Non, pas moi, mais c'est à vous d'en faire des mémoires. Vous avez des choses à raconter. » Oh non, m'avait-il dit en riant, « Moi, c'est plutôt la science-fiction. » Puis c'est resté là. Mais ça court encore, hein? Et pourtant, elles ne sont pas publiées. Non. Elles ne seront pas non plus.
Après avoir quitté la politique, vous êtes toujours intéressé au droit constitutionnel et international. Est-ce que vous avez encore ébauché une constitution, un projet de constitution pour le Québec à l'intérieur du Canada? C'est une idée qui commence avec les années 60. Avec la Révolution tranquille, nous nous mettons en tête de devenir une nation structurée, responsable d'elle-même. C'est ça, la portée de la première Révolution tranquille, c'est ça. Mais elle était inachevée, elle était inaboutie. Il fallait aller plus loin, ce que, au fond, René Lévesque a tenté de faire pendant les années de son gouvernement. Prolonger la Révolution tranquille, la mener à terme. Alors, c'est ce qui explique qu'on a fait les réformes en éducation, la protection du territoire agricole, la charte de la langue française, l'assurance automobile et combien d'autres questions cruciales, socialement et politiquement, que l'évêque a voulu traiter. Et beaucoup d'autres encore, moins importantes peut-être, mais qui étaient cruciales pour le développement du Québec. Je reviens aux années 60. Déjà, on pouvait percevoir la nécessité de doter le Québec d'une constitution formelle. Je précise formelle parce que le Québec a une constitution, mais elle est faite de lois éparses, de lois ordinaires qui n'ont pas valeur constitutionnelle. Elle est faite de précédents à la britannique. C'est un système épars. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est un système incohérent par moment. Donc, se donner une constitution pour une nation, c'est crucial. Je pourrais dire que c'est un facteur d'identité. Voilà. Une nation qui se respecte se donne une constitution, mais formelle, pas seulement matérielle, comme le Québec en a une, faite de toutes sortes de choses non coordonnées, mais une constitution qui énonce des objectifs nationaux, qui énonce les grands principes de gouvernement, par exemple de gouvernement démocratique, qui énonce les droits et libertés des personnes, les contrôles qui s'exercent sur le pouvoir. Vous voyez, c'est ça une constitution qui se respecte. Et l'idée lancée en 1963, c'était une charte des droits de l'homme pour le Québec, mais une charte constitutionnalisée. C'était en quelque sorte un premier chapitre de la Constitution. Bon, c'est pas resté sans conséquences. Quelques années plus tard, en 1975, quand j'étais chef de l'opposition, j'ai eu le plaisir, et il n'était pas mince, de discuter de la Charte québécoise des droits de la personne avec Jérôme Choquette, qui l'avait présentée à l'Assemblée. Et mes rapports avec Choquette étaient excellents. C'est un des ministres avec lequel on pouvait parler et qui respectait l'opposition. Nous avons eu, j'oserais dire, le plaisir de faire ensemble la Charte québécoise des droits de la personne, sauf qu'elle n'est constitutionnalisée qu'en partie. En ce sens que la législature, le Parlement du Québec, peut changer cette charte en le faisant de façon expresse. Mais on y a ajouté des choses à cette Constitution québécoise au fil des ans. Dès 1985, j'ai proposé qu'on se donne une Constitution globale pour le Québec. Bien sûr, dans tous les domaines de sa compétence. Il faut commencer par là. Bon, parce que référendum perdu, Canada Act accepté mis en vigueur en 1982, il fallait trouver des motifs pour consolider, des façons de consolider notre identité, de continuer à vivre comme nation en dépit de ses revers et en dépit de la volonté d'Ottawa. Et on sait depuis que le mot « nation » qui a été utilisé plus récemment n'entraîne pas de conséquences juridiques. Donc, on joue sur les mots. Ce dont le Québec a besoin, c'est une constitution nationale qui exprime ses objectifs, les droits fondamentaux des citoyens, les principes démocratiques et tous les chapitres habituels qu'on trouve dans les constitutions, y compris la constitution de la Chambre, de l'Assemblée nationale, et aussi les principes qui doivent présider à l'administration publique. Et ça, vous avez planché là-dessus? Ah ben oui, à un moment donné, le premier ministre était intrigué par cette idée. Je suppose qu'il avait lu, je m'en étais fait publiquement le défenseur ou le proposeur,
Et il m'a fait venir, j'avais quitté le gouvernement, mais nous avions encore des rapports. Il m'a fait venir et il m'a dit, j'aimerais savoir à quoi ça ressemblerait, ça, une constitution du Québec. Vous parlez de M. Lévesque toujours. Je parle de Lévesque, oui. Ça ressemblerait à quoi, une constitution formelle du Québec? Tu ne pourrais pas réunir quelques experts, là, puis vous mettriez ça en forme, et puis j'aimerais ça dire ça. Mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, parce qu'un mois plus tard, il démissionnait, hélas, et quittait son poste de premier ministre. Mais il a eu un projet de constitution composé d'une centaine d'articles. On couvrait à peu près tous les angles importants. On s'inspirait des documents internationaux. C'était là que mes connaissances étaient les plus poussées, mais aussi des constitutions d'autres États. Et je pense que... Mais l'idée était de mettre ça en marche, parce que l'Assemblée nationale a le droit d'adopter une constitution du Québec. C'est un droit constitutionnalisé. Elle ne l'a pas fait, sauf dans la mesure qu'on a indiquée pour la Charte des droits et libertés. C'est une quasi-constitutionnalisation. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle soit discutée publiquement à travers les régions du Québec. Oh, il y a déjà eu des tas de discussions sur ces questions-là. Une vraie constitution pour le Québec dans les domaines de ses compétences. Ce serait un facteur d'identité. En attendant mieux, mais nous aurions au moins cette façon de nous décrire nous-mêmes, de nous identifier comme peuple et comme nation. Sous le gouvernement Bourassa, après votre retraite de la politique, il y a eu les négociations constitutionnelles qui ont mené à l'accord du Lac-Meech, ensuite la proposition de Charlottetown. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propositions-là? J'imagine pour vous c'était insuffisant ou en fait c'était un début? Bien, vous n'avez pas tort de penser que c'était insuffisant. Parlons de Meech, par exemple. On parlait de sociétés distinctes et on parlait de caractéristiques, je crois que c'est l'expression exacte, si ma mémoire est bonne, caractéristiques essentielles du Canada, la dualité, le fait qu'on parle deux langues et tout ça. Bon, sûrement que ce n'était pas mauvais, sauf que ça ne portait pas à conséquence. Il n'y avait pas là-dedans de quoi faire avancer le Québec. Société distincte, constitutionnellement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est du politique, ce n'était pas un concept juridique. J'ajouterais que dans mon esprit, ça n'aurait pas été une catastrophe, mais sauf que la règle continuait de s'appliquer, que le Québec ne pouvait obtenir aucun changement constitutionnel significatif qui aurait élargi ses compétences. Pas davantage avec Meech qu'avec Charlottetown, qu'avec la formule Fulton-Favreau. Donc, à tout prendre, j'étais plutôt négatif, j'étais contre. Mais bon, depuis lors, au lieu de sociétés distinctes, on a au Parlement fédéral évoqué l'existence d'une nation. C'est encore mieux, sauf qu'on a bien spécifié que ça n'entraînait pas de conséquences juridiques. Donc, tout reste à faire. En 1995, nouveau référendum au Québec, M. Parizeau vous donne une mission d'aller en France rencontrer les dirigeants français. Quelle mission particulière aviez-vous auprès d'eux? C'était à la veille du référendum. Je crois que j'ai passé une semaine ou 10 jours à Paris. Nous pensions le gagner. Le gouvernement pensait le gagner et il y avait des signes qui indiquaient que nous avions une forte chance de gagner. Il fallait donc maintenir un contact étroit avec les autres gouvernements. Et dans le cas du personnel politique français, Parizeau savait que je le connaissais assez bien pour l'avoir fréquenté à diverses reprises, même avant d'être aux affaires terres. Et il m'a envoyé auprès de la classe politique française pour établir des liens et expliquer et aussi négocier les lendemains si le référendum avait dit oui. Il est venu bien près, comme vous le savez, puisque nous avions plus de 49% des suffrages.
j'y suis allé, j'ai maintenu les contacts, j'ai fait le tour de toute la classe politique, depuis le président de la République jusqu'au président de l'Assemblée, les ministres, Lionel Jospin qui était dans l'opposition à ce moment-là. J'ai fait le tour. Et c'était fort intéressant et il y avait beaucoup d'intérêt pour ce second référendum. Peu d'inquiétude aussi, parce que à se faire dire non plusieurs fois, il y a des limites. Bon, ils ont été forcément, certains d'entre eux en tout cas, ils ont été un peu déçus du résultat, surtout ceux qui étaient près du Québec et qui se trouvaient réunis ce soir-là à la délégation générale, où je me trouvais également. Et inquiets aussi pour l'avenir, un peu inquiets, parce qu'ils n'étaient pas sans savoir qu'à travers les dernières années, les 30 dernières années, le Québec perd des plumes. Le Québec connaît un certain déclin de sa volonté de vivre collectivement, pour toutes sortes de raisons, dont on a parlé d'ailleurs. Et donc, nos amis français étaient quelquefois un peu inquiets de l'avenir. Il s'est révélé depuis lors qu'ils ont des raisons de l'être et que nous avons tous des raisons de l'être. Je crois qu'il va falloir se mettre au travail très sérieusement si on veut regagner les 30 années perdues. Comme juriste, comme spécialiste du droit constitutionnel et international, est-ce que vous avez pensé un jour qu'on pourrait vous recevoir à la Cour suprême? Non. La Cour suprême, les tribunaux en général, ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'était un enseignant universitaire. J'ai adoré ce métier-là. Parce que c'est un métier vivant. Parce qu'au niveau universitaire, les étudiants ne se laissent pas passer n'importe quoi. Ils veulent discuter, ils veulent comprendre. Ça, c'est passionnant. Vous avez travaillé à l'élaboration de la Charte de la langue française, la loi 101. Avec le recul du temps, croyez-vous qu'elle a bien rempli ses objectifs? Ah, indubitablement. Elle a été contestée par les adversaires du fait français, ou disons les défenseurs du fait anglais. Bon. Elle a connu une vie par moments rude, difficile. Elle a été contestée. Certains chapitres ont été annulés par la Cour suprême, dont nous parlions. Mais elle a été néanmoins indispensable. Dans le domaine, il reste du chemin à faire. Par exemple, dans le domaine de la langue du travail, dans le domaine de la langue de l'enseignement. On a trouvé des moyens de contourner les règles qui dirigeaient les enfants d'immigrants, par exemple, vers l'école publique française. Alors, en passant par le privé, on a trouvé toutes sortes de moyens de tourner la loi. Donc, il y a des vis à resserrer, certainement. Mais je crois qu'elle a rempli son but admirablement. La charte était indispensable et elle le demeure. Et j'espère qu'on va d'ailleurs y travailler pour qu'elle soit modernisée, qu'elle tienne compte de l'évolution sociale. C'est plus important que jamais, notamment d'intégrer les enfants qui nous viennent des pays étrangers. En conclusion, quelle réalisation, quelle décision dont vous êtes le plus fier de votre vie politique? Ça, c'est une question difficile à déploiement. Mais je vais ramener ça à une chose essentielle. Ce dont je suis le plus satisfait, c'est d'avoir fait partie du gouvernement de René Lévesque et d'avoir pu travailler au coude à coude avec les gens d'une équipe remarquable qui l'entourait. Jour après jour, semaine après semaine, et mois après les mois, on travaillait à renforcer le Québec, à lui donner le plus de pouvoir possible, à l'amener à prendre le plus de responsabilités sociales, politiques, culturelles possibles. Ça, c'était passionnant. Dans la vie d'un homme, c'est rare. J'ai eu beaucoup de chance et je l'ai apprécié énormément et j'en suis sorti, je crois, plus riche intellectuellement et moralement qu'en y entrant. Merci beaucoup, M. Morin. Je vous en prie.